Alors dans cette vidéo, je vais intervenir pour un problème de chauffage dans un bâtiment tertiaire. Un des VRV ne fonctionne plus, c'est-à-dire que sur un étage et sur une aile du bâtiment, il n'y a plus de chauffage. Donc le chauffage dans le bâtiment est fait par une multitude de VRV, que l'on appelle aussi DRV, suivant la marque de la machine. Alors DRV, on peut le traduire par débit réfrigérant variable et VRV par volume de réfrigérant variable. En gros, ce sont des machines dont le compresseur ou un des compresseurs est sur un variateur de fréquence, ce que l'on appelle les clims sur inverter. Ce qui signifie que le débit de fluide frigorigène, donc le débit massif qui va passer dans le compresseur, va s'ajuster à la charge thermique des pièces à chauffer ou à refroidir, suivant que l'on est en mode chaud ou en mode froid. Donc ici c'est l'hiver, on est en mode chaud. Je rajoute qu'il y a des VRV, on peut faire du froid et du chaud en même temps avec les VRV 3 tubes ou d'autres VRV qui ont 2 tubes mais avec des systèmes un peu spéciaux. Donc ça c'est un VRV qui est vieux, qui a environ une quinzaine d'années. Donc on va voir les techniques de base de dépannage sur du VRV car ce sont des machines un petit peu particulières, donc on va voir ça dans la vidéo. Et là donc le VRV qui est en panne a un code erreur 4108. Je rajouterai que c'est la première fois que j'interviens sur un VRV Mitsubishi électrique. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Donc la première chose à faire lorsque tu arrives sur un dépannage donc de VRV et DRV, c'est d'aller voir les télécommandes et de voir quel est le code erreur ou le défaut qu'elle affiche. Car quand un VRV est en défaut, eh bien ça s'affiche sur sa télécommande et tu as une télécommande dans chaque zone. Donc dans l'aile du bâtiment où je suis, tu as 4 ou 5 télécommandes. Donc là on peut voir que sur cette télécommande là, il y a écrit le code erreur 4108. Donc sur cette photo, je suis sur une autre télécommande mais dans une autre zone, dans le couloir à l'extérieur des bureaux. Et tu peux voir donc qu'il y a un petit capot. Lorsque tu l'enlèves, tu as accès à tous les boutons de la télécommande. Donc là on peut voir qu'ici il fait froid car en haut à droite tu as marqué 11. C'est 11 degrés en température de reprise. En tout cas c'est la température que mesure la télécommande. Et donc je communique avec les utilisateurs du bureau qui me disent que lorsque le code erreur apparaît, ils appuient sur on-off pour éteindre la télécommande et il la rallume, ce qui acquitte le défaut et la machine repart un certain temps, quelques minutes, 5-10 minutes, et elle se remet de nouveau au défaut avec le même code erreur. Donc code erreur qui est donc error code 4108. Et donc, une fois que tu as constaté le défaut, donc là tu as fait le plus facile, il va falloir localiser le VRV sur la toiture. Donc là, dans ce bâtiment-là, il y a 16 VRV, car c'est un bâtiment avec plusieurs étages et il y a plusieurs ailes. Donc il faut savoir que sur chaque étage, il y a une télécommande centralisée. C'est ce que l'on voit actuellement sur la photo. Et souvent, dans un de ces locaux où il y a la télécommande centralisée, il y a le plan, le schéma d'implantation des VRV. Donc il faut absolument se procurer ce schéma-là pour savoir par rapport à la zone où on est, à quel VRV ça correspond. Car les VRV sur une terrasse, donc en toiture, ils sont numérotés. Donc sur l'étage où j'étais, je n'avais pas le schéma d'implantation. Par contre, j'ai fait tous les étages et au dernier étage, j'ai trouvé le schéma qui me dit à quel VRV correspond la zone géographique où le chauffage ne marche pas. Bien sûr, avant de monter en terrasse, j'en profite pour regarder s'il n'y a pas la documentation du VRV. Car on va vite voir que sans la documentation, on ne peut rien faire en dépannage sur ce type de machine-là. Car j'ai besoin de la documentation pour savoir ce que signifie ce code erreur. Et donc je constate qu'il n'y a pas de documentation. Par contre, j'ai mon plan d'implantation des VRV sur la terrasse et donc je prends mes outils et je vais sur la terrasse pour constater le défaut directement sur le VRV lui-même. Donc j'arrive sur la terrasse en toiture et là je repère le VRV. Donc ici là on a 2 VRV. Donc le VRV qui a un problème c'est celui-là. Donc en réalité il y a 2 blocs, c'est ce bloc là et ce bloc là, c'est le même VRV. Et là ici, là où il y a ma souris là, on a un autre VRV. Donc par rapport à mon schéma d'implantation que j'ai trouvé dans mon local où il y avait la commande centralisée de l'étage, c'est celui-là qui a un problème. Donc déjà on peut constater qu'au niveau des batteries, donc là il y a du givre. Bon après c'est normal si l'hiver il fait -2 ou -3 degrés, donc il y a un début de prise en glace. Donc après je fais le tour du VRV et là je vois que le VRV qui est là, donc c'est celui-là là où j'ai ma souris là, qui tourne là. Donc ça c'est les 2 batteries du même VRV.
VRV. Donc là on voit qu'il y a une prise en glace ici là. Et on voit que sur l'autre VRV, bon c'est léger. Donc après je sais pas où est-ce qu'il en est avec sa séquence de dégivrage. Et je constate, donc là c'est une clim, mais ici là on peut voir qu'il y a d'autres VRV. Car comme j'ai dit, sur toute la toiture j'en ai 16. Et bien je constate que il n'y a pas de prise en glace particulière, que tout a l'air de bien fonctionner. Il n'y a que celui-là qui est comme ça là, avec beaucoup de givre. Mais bon, c'est pas parce qu'il y a du givre qu'il est en panne, car comme j'ai dit, je sais pas où est-ce qu'il en est dans ses cycles de dégivrage. Et donc, une fois que j'ai repéré le VRV qui est malade, eh bien, il faut enlever les capots pour accéder à la carte mère, car on va voir que sur la carte mère du VRV, il va y avoir un écran digital. Sur la carte mère, on peut avoir aussi des diodes. On peut avoir accès à des informations que l'on n'a pas accès avec la télécommande. Et donc, lorsque l'on enlève le capot, eh bien, on accède à l'intérieur de la machine. Donc ici, on a le coffret électrique avec à l'intérieur la carte mère et la carte de puissance du VRV. Ici, donc là, on voit un peu la partie frigorifique. On remarquera qu'au fond, ils ont laissé la documentation dans la machine. Et on va voir après dans la vidéo que de l'humidité, bien sûr, s'est mis sur le papier. Et comme il fait froid et il gèle, eh bien, le papier est tout gelé et la documentation est complètement inexploitable. Donc à noter que j'ai tenté ma chance en ouvrant d'autres VRV pour voir s'il n'y avait pas une documentation exploitable, et je me suis rendu compte que comme le papier était humide, elles sont toutes gelées, on peut rien en faire. Et donc pour accéder à la carte mère du VRV, il faut enlever ces vis ici, ici, ici et ici. Donc là il y a un symbole électrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme un coffret électrique. Donc pour pouvoir ouvrir ce coffret électrique là, il faut être habilité BR. Donc il faut avoir suivi l'habilitation électrique et que ton employeur t'habilite BR, car à partir du moment où tu enlèves ces vis là, il y a un risque électrique. C'est-à-dire que tu peux te tuer si t'as pas ce qu'il faut et si tu sais pas ce que tu fais. Car là bien sûr tout ça c'est fait sous tension. Dans un premier temps, car on a besoin de voir ce qu'indique comme information l'écran de la carte mère. Car une fois que tu enlèves cette plaque là, eh bien tu accèdes à ici là, donc la carte mère. Ici on a l'écran digital et là ici on a tous les switches. Donc ces switches vont nous permettre de faire certaines actions sur le VRV, mais ça on le verra plus tard. Donc là on voit qu'ici l'alimentation arrive ici sur le VRV. Donc là ici c'est une alimentation triphasée, donc c'est du 230-400 volts. Donc cette partie-là, là, c'est la carte mère. Et ici, là, on voit qu'il y a des vis. Et derrière, il y a la carte de puissance. Donc là, il y a marqué 1-1. Donc sur ce petit écran digital, lorsque je le filme, on voit un YouTube. C'est bizarre, mais c'est comme ça. C'est sûrement à cause de la fréquence de rafraîchissement de la caméra. Et donc, je lis 1-1, ce qui veut dire que le VRV fonctionne de manière normale. Alors, il fonctionne de manière normale parce que un utilisateur qui avait froid à l'étage a appuyé sur on/off sur la télécommande. Donc, il l'a éteint et après, il a rallumé, ce qui a réinitialisé le VRV. Donc, le VRV, là, redémarre normalement, mais il va se mettre en défaut au bout de quelques minutes de fonctionnement et affichera le code erreur 4108. Je vais rajouter que lorsque tu enlèves le capot de droite, tu as accès aux deux compresseurs. Le compresseur de gauche, c'est le compresseur qui est sur variation de vitesse, et le compresseur de droite, c'est le compresseur qui fonctionne en tout ou rien. Donc là on dirait que celui-là il a un problème de charge. Il doit y avoir une fuite quelque part, que les autres prennent pas en glace. Et là on le voit là-bas il y a une dock au fond, mais c'est pareil, c'est dur comme de la pierre, avec l'humidité c'est complètement gelé, la dock est morte. Donc là ça ressemble à une prise en glace, hein, parce qu'on voit que les autres ils sont pas mal quoi. On voit qu'il y a un souci là. Donc j'avais démonté à l'arrière pour accéder à cette dock de merde là, mais c'est de la pierre. Et ce que je voulais montrer aussi c'est ça là. C'est qu'avec les intempéries, eh ben, le numéro aussi de la machine, il y a tout qui disparaît. Donc là, pour dépanner ça, avec le SAV pour les pièces détachées, je sais pas ce que ça va donner. Le seul truc que j'ai, c'est la référence du schéma électrique. Car on peut le voir ici, là. J'ai le schéma électrique qui est de ce côté-là, donc côté carte électronique. Donc ça n'a pas été effacé, heureusement. Ou aussi peut-être que le dégivrage ne se fait pas. Elle est alimentée, elle est alimentée. On peut voir le champ magnétique, hein. Ça veut dire que la bobine est alimentée. Bon, en tout cas, moi j'ai besoin de
j'ai besoin de documentation. Et ça va être la misère pour obtenir cette documentation et les informations que je vais avoir besoin pour dépanner ce VRV. Alors pourquoi je dis que c'est la misère? Eh bien parce que si tu n'as pas la documentation, eh bien tu ne peux pas savoir à quoi correspond le code erreur que tu as sur la télécommande. Ce qui veut dire que tu vas devoir appeler le SAV, donc ici ça va être le SAV Mitsubishi Electric. Mais lorsque tu appelles un SAV, il te faut deux informations capitales qui vont être la référence de la machine et le numéro de série de la machine. Car suivant l'année où elle a été construite, voire même le mois, eh bien il peut y avoir des variantes pour le même modèle de machine. Et donc ici, malheureusement, le numéro de série et le modèle exact de la machine a été effacé sur la plaque signalétique de la machine. Car là ici, là ce que tu vois, c'est l'étiquette de la machine. Dessus, il doit y avoir son numéro de série, son modèle, etc. Et donc là, tu peux voir qu'avec les intempéries, les UV, la plaque est effacée. Et tu peux voir que la machine qui est à côté, c'est pratiquement la même, quoi. C'est exactement la même. Il va juste avoir le numéro de série qui change. Pareil, c'est tout effacé. Donc là, ça a 15 ans. Et 15 ans d'UV d'intempéries, eh bien, ça a complètement effacé les étiquettes. Donc souvent, ce que l'on voit sur des machines comme des King ou Lennox, tu as une étiquette donc apparente comme ça, mais tu as aussi une étiquette qui est à l'intérieur de la machine protégée des UV. Parce que là, t'es comme un con là. T'es devant ta machine. Donc tu as ça, la Mitsubishi Electric City Multi. Mais si tu donnes ça au SAV, ils vont te dire qu'ils peuvent rien faire. Donc le numéro de série de la machine, il est complètement et définitivement perdu. Pourquoi je dis qu'il est perdu? Parce que même si tu vas voir le client, si tu lui demandes le DOE, souvent le DOE il a disparu ou il manque la moitié des documents. Le client a acheté des matériels, il sait même plus ce qu'il a acheté. Ou en tout cas, il a plus les numéros de série, il a plus rien. Donc là, tu as une machine, tu plus de numéro de série. Par contre, il faut absolument trouver le modèle. Et le modèle, on l'a un petit peu perçu lorsque j'ai montré la doc papier qui était complètement bousillée dans la machine. Car dans la doc papier, j'ai quand même les premières lettres du modèle, du VRV. Donc comme tu peux le voir sur cette capture d'écran, sur la doc, il y a écrit PUHY-P-YGM-A ou PUY-P-YGM-A. Donc c'est une de ces deux références qui est le modèle de cette machine. Et donc avec toutes ces informations, donc le code erreur, le modèle du VRV, eh bien j'appelle le SAV Mitsubishi Electric. Alors, il y a un truc qu'il faut savoir pour moi, c'est qu'une bonne machine, c'est une machine qui a un bon SAV. Car une machine, quelle que soit la machine, au bout d'un certain temps de fonctionnement, au bout d'un certain nombre d'années, elle tombera en panne. C'est inéluctable. Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir besoin d'appeler le SAV, donc de la machine, du constructeur, pour avoir accès à des informations que tu n'as pas sur le site, parce que tu n'as pas les documentations ou les informations que tu as ne sont que partielle et donc pas suffisante pour amener à bien le dépannage. Car pour avoir le SAV Mitsubishi Electric et pour avoir les informations dont j'avais besoin, il m'a fallu plusieurs jours de tentatives. Donc c'était en début janvier, donc la première fois où je les ai appelés, pendant 2 heures j'ai fait des tentatives d'appel. C'est-à-dire qu'au bout de 30 minutes à attendre au bout du fil, après je raccrochais, j'allais faire un tour parce que c'est quand même quelque chose d'hyper énervant dans le sens où t'as pas ce qu'il faut pour avancer dans ton dépannage. Je m'en souviens, le matin j'avais fait plus de 2 heures d'appel et l'après-midi, je m'en souviens, j'avais réussi à avoir quelqu'un. Et c'est là où j'ai eu la documentation. Malheureusement, des fois, tu tombes sur des SAV, leurs téléphones sont pourris. Et pendant la conversation, t'es coupé. Tu sais pas pourquoi. Ce qui fait après, tu es obligé de les rappeler. Et c'est pareil, tu dois attendre. Quand ça se passe bien, 30 minutes. Et quand ça se passe mal, une demi-journée. Sauf que quand tu appelles, tu fais pas autre chose, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas dépanner une autre machine, tu peux pas faire 2 choses en même temps. En tout cas, moi, je peux pas. Et souvent, tu le vois avec certains SAV comme Lennox ou des King. Quand tu les appelles, s'ils sont saturés, t'as quelqu'un qui prend ton appel et il te donne un numéro de ticket. Et quand les techniciens du SAV sont disponibles, eh bien, ils te rappellent. Donc ça, c'est, on va dire, la meilleure organisation dans un SAV, car t'as pas besoin d'attendre comme un abruti sur une boîte vocale au téléphone. Donc ça, je précise ça, car comme j'ai dit avant, bon, j'ai le code erreur, mais j'ai pas la documentation. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est à quoi correspond ce code erreur. Donc quand j'arrive à avoir le SAV, donc je lui dis mon code erreur et il me dit à quoi elle correspond. J'en profite dans la foulée pour lui demander qu'il m'envoie la documentation sur mon mail professionnel. Parce qu'on sait jamais si ça coupe, parce que souvent ça coupe avec les SAV. Si ça coupe, au moins j'aurai la documentation de la machine et je pourrai faire quelque chose. C'est-à-dire que je pourrais continuer à avancer dans mon dépannage. Et donc le gars du SAV me
me dit que le code d'erreur 4108, c'est la protection contre les surintensités du compresseur numéro 2. Donc là, je me dis que c'est peut-être un compresseur bloqué, ce genre de choses. Et on va voir que ce n'est pas ça. Donc là, la panne, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais avant de raccrocher, je demande au technicien du SAV Mitsubishi Electric comment est-ce que je fais pour désactiver le compresseur numéro 2. Comme ce compresseur met en défaut le VRV, je veux le désactiver pour ne tourner que sur le compresseur numéro 1, qui est le compresseur qui est sur variation de fréquence. Et là, malheureusement, le téléphone raccroche. Donc je suis dégoûté. Donc je vois que sur ma boîte mail, sur ma tablette, j'ai reçu la documentation. Donc ça au moins c'est fait. Mais je ne sais pas comment on désactive le compresseur numéro 2. Donc j'espère que sur la documentation du VRV, c'est écrit. Car bien sûr, dans la foulée, je rappelle le SAV Mitsubishi Electric et bien sûr, ça ne répond pas. Et comme je sais qu'il faut attendre au minimum une demi-heure avant d'avoir une réponse, c'est-à-dire avant que ça décroche, je prends ma tablette, j'ouvre le fichier PDF et j'essaye d'explorer la documentation technique pour voir d'où vient le problème. À noter que cette documentation n'est pas complète car il n'y a pas le schéma fluidique du VRV. Mais à noter que cette documentation est en français. Donc là je suis sur la documentation, la liste des codes défauts. Donc moi j'ai le défaut 4108 et on peut lire que c'est la protection contre les surintensités, donc pour les types P450, 650, compresseur numéro 2. Donc après sur la documentation, tu as une petite aide au dépannage, donc réponse à l'affichage des erreurs sur la télécommande, donc tu as le code de contrôle, signification et méthode de détection, la cause et méthode de contrôle et remède. Donc moi le défaut c'est 4108, donc protection contre les surintensités, donc la cause. Donc on nous dit en 1, première détection, si 51C2 se déclenche pendant que le compresseur numéro 2 fonctionne. 51C2, c'est le relais thermique du compresseur numéro 2. L'unité extérieure stoppe immédiatement, passe en mode interdiction de redémarrage de 3 minutes et se remet en marche au bout de 3 minutes. Réglage du relais de surintensité 55 A. Donc on verra que le fusible il est aux alentours de 50 A et que le relais d'intensité, le relais thermique, il est à 27 A. En 2, on nous dit que 6 secondes détection, si 51C2 se déclenche à nouveau dans la minute qui suit la remise en marche au terme du paragraphe 1, donc ci-dessus. L'unité effectue un arrêt sur erreur et le code d'erreur 4108 s'affiche. En 3, on nous dit que l'arrêt sur erreur bénéficiera d'un délai de grâce d'1 minute où le compresseur numéro 2 se remettra en marche après l'arrêt de l'unité extérieure. Une diode s'allume pour indiquer le délai de grâce. Donc moi je sais qu'en bas ils appuyaient sur on-off, donc ça éteignait donc la télécommande et lorsqu'ils appuyaient sur on, ça le faisait redémarrer au bout d'un certain temps. Donc là c'est pareil, lorsqu'ils disent une diode s'allume pour indiquer le délai de grâce, bon c'est sûrement une traduction de l'anglais mais en français ça veut pas dire grand chose. Donc on peut voir que ce qui peut provoquer le 4108 ça pourrait être un fonctionnement en surcharge dépassant la limite d'utilisation de l'unité. Donc on nous indique en remède de vérifier que l'unité est en bon état de fonctionnement. Donc ça nous aide pas ça. On nous dit en 2, erreur d'alimentation, baisse de tension d'alimentation ou une des phases de l'alimentation est ouverte. Car je me souviens que le gars au téléphone m'avait dit qu'il y avait peut-être une rupture de phase sur votre installation. Sauf que je lui ai dit que si j'avais une rupture de phase sur le bâtiment, les 16 VRV auraient été en défaut. Logique. Et donc comme il n'y avait que ce VRV en défaut, voilà, je partais pas sur ce problème-là. Donc on nous dit de vérifier la tension du bornier d'alimentation TB1, vérifier qu'une phase n'est pas ouverte. En 3, on nous dit raccordement défectueux, donc vérifier le connecteur de 52C2 et le câblage. Donc on verra ce que c'est là, 52C2 et 51C2 sur le schéma électrique. En 4, on nous dit dysfonctionnement du compresseur, une des phases du compresseur est ouverte, défaut de terre. Compresseur bloqué. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit peut-être que le compresseur est bloqué. Et donc je vais aller investiguer de ce côté-là. Et on nous dit donc de vérifier le câblage et raccorder un mégomètre au compresseur. Mettre en marche à vide, débrancher le fil d'alimentation du côté compresseur, isoler la ligne d'alimentation et mettre en marche. Si 52C2 se commute normalement, le compresseur est défectueux. Donc là, un petit zoom sur le schéma électrique. Donc, ce que nous disait la documentation sur le code erreur 4108. Donc, TB1, on voit que c'est le bornier où on a l'alimentation électrique du VRV qui arrive. Donc, les 3 phases et le neutre. Donc ça, c'est l'alimentation de la machine. On voit donc ici, là, le 51C2, c'est le relais thermique du compresseur numéro 2 qui est le compresseur tout ou rien. Donc c'est le MC2. Le MC1 c'est le compresseur sur inverter. Donc avec variation de vitesse, le compresseur qui est sur un variateur de fréquence, qui est raccordé sur la carte de puissance. Car on remarquera que ici, là, tu vois là, donc là tu as le 400 volts. On va directement sur le 51C2 qui est le relais thermique. Et après on va sur le 52C2 qui est le contacteur moteur et on va directement sur le compresseur. Donc on voit que c'est un compresseur tout ou rien au niveau de son fonctionnement. Donc on voit que sur chacune des deux phases, là, sur la troisième
ils ont rien mis. Ils ont mis un fusible de 50 ampères de chaque côté. Et on verra que c'est un fusible un peu particulier au niveau du raccordement. Donc moi, ce que je vais faire dans la suite de vidéo, c'est que je vais contrôler que j'ai bien entre mes phases, donc la tension composée du 400 volts, qu'entre le neutre et chaque phase, j'ai eu 230 volts, et que la terre est bien raccordée. Donc terre, neutre, 0 volts, terre, phase, 230. Donc c'est ce qui est attendu. Donc là, je vais faire des mesurages de tension sur la machine. Donc elle est en fonctionnement, elle est sous tension. Et donc tu vas entendre que ma voix est un peu étouffée car je mets mon casque d'électricien avec son écran facial. C'est pour ça que le son il est un peu étouffé. Donc là, j'ai contrôlé que j'avais bien du 400 et 230 volts. Donc les alimentations ici sont bonnes. Maintenant, je vais contrôler l'ampérage. Mais là, il faut chier. Là, ils ont mis les câbles dans des gaines. Donc il va falloir que je trouve comment mettre ma pince ampère métrique là. Donc là on a les deux compresseurs. Donc là j'ai une documentation mais j'ai pas le schéma fluidique. Donc il y a le 1, le 2, il y en a un qui est sur inverter, donc derrière il y a le pack de puissance là, pour la fréquence, pour la version de fréquence, et l'autre qui est en tout ou rien. Donc là le codeur que j'ai, ça serait une surintensité du compresseur, je crois, inverter. Donc bien sûr ce n'est pas l'inverter, hein, c'est le compresseur tout ou rien qui sera en défaut, d'après la documentation. Donc là, pour pouvoir mettre la pince ampère métrique, j'ai coupé ça là au ciseau là. Ici aussi, donc ça je l'ai fait bien sûr en coupant le jus, hein, parce que c'est trop risqué avec le ciseau. Si j'abîme un câble là, je peux prendre une patate là, je peux me faire électriser, voire plus. Donc le défaut se met à partir de plus de 50 ampères. Donc bon, voilà. Donc là j'ai mis ma pince ampère métrique, je vais remettre le VRV en marche. Donc je l'ai arrêté comme une brutasse, c'est-à-dire je coupe le jus direct. Je suis pas bataillé parce que là je suis sur une terrasse et il fait froid là. Il fait froid, il caille là. Je sais pas ce qu'il faut en plus, j'ai pas mon blouson là. Il va faire 1 ou 2 degrés là. Donc là il y a écrit 15-13. Donc ça c'est un code d'erreur. Donc je vais sûrement descendre en bas pour appuyer sur la télécommande on-off. Donc je vais voir. Là il devrait redémarrer d'ici quelques minutes. Ah, là on a 15, 13, 410, H18, donc là ça va être une séquence de contrôle. Mais là on le verra pas je pense sur la vidéo tout ça. Parce que ces affichages LCD c'est marrant mais quand on les filme on les voit pas sur la vidéo, c'est trop bizarre. Donc là on est à 3 ampères, 3 ampères 2, ça c'est le compresseur 1, ça c'est le compresseur 2. On entend un bruit bizarre. Donc là sur le rouge j'ai 14 ampères 8. Sur le noir j'ai 0 ampère. Il manque une phase sur le noir. Et sur le blanc, bon, j'avais une phase. Donc sur le C2 là, donc c'est le compresseur tout rien, il me manque une phase. Je pensais pas que c'était possible, mais ce que j'avais pas vu, c'est que ici tu as un fusible ici, et là tu as un fusible là. Et c'est le black qui vient de lâcher. Donc moi j'ai mon alim, j'ai toutes mes phases. Pour ça que le mec du SAV, je comprenais ce qu'il me disait. Il me disait il vous manque une phase. Et il manque une phase, c'est pas possible. J'en ai des vervés comme ça, j'en ai une dizaine sur le toit. Mais non, parce que je savais pas, mais c'est ça quand t'as pas les plans sur les machines. Tu perds un temps monstrueux là. Là j'ai perdu facile plus de 3 heures quoi. Entre essayer d'avoir le SAV Mitsubishi là, après le recevoir sur la tablette, essayer de regarder la doc, en plus il caille, il fait 2 degrés là. Donc là derrière tu as la puissance, faut que je démonte ça. Donc là j'ai coupé le jus parce que j'ai pas envie de prendre une parce que électriquement là c'est quand même dangereux là, tout est serré. Donc là ce fusible là il aurait cramé là. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il y a sûrement un défaut d'isolement sur le moteur. Donc là je vais ouvrir ça pour opérer le fusible, voir un peu la gueule de la connectique. Et après je vais aller chercher le mégomètre parce que je l'ai pas là sur moi là. Et donc ça serait le compresseur 2, donc le tout ou rien qui serait mort. Ça serait celui-là là-bas. Je suis blasé quoi, C'est là où tu vois le temps que tu perds quand t'as pas ce qu'il faut pour bosser au niveau des documentations des machines, c'est hallucinant. Là si j'avais eu tout en main, en 2 heures je pense que je l'aurais pillé ce dépannage. Donc là je vais ouvrir ici, et je vais voir un peu la gueule de ce fusible là, après je vais me chercher le mégomètre pour être sûr à 100% qu'il y a un défaut d'isolement.
voilà. Donc à noter que lorsqu'il y a un défaut d'isolement, le différentiel saute, ou suivant le régime de neutre, un disjoncteur saute, ce qui n'est pas le cas ici. Mais là c'est le matin, il fait froid, j'ai du mal à réfléchir sur cette terrasse. C'est l'autre, tu vois, que les vervets des fois c'est la merde, tu vois. Je peux pas l'ouvrir là. Je peux pas l'ouvrir parce qu'il y a ce câble là qui est raccordé là. Et voyons si je peux l'ouvrir maintenant. Aïe 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 aïe. Tu vois la misère que c'est quoi. J'ai tous ces câbles là qui sont raccordés, ça veut dire qu'il faut que je débranche. Mais il faut débrancher sans surtout mélanger, donc là j'ai pas le choix, c'est bon. Donc là je vais devoir débrancher ceux-là là. Donc là je viens d'enlever la carte là. Tu vois un peu comment c'est foutu là. Donc là ce que je vois là. Les deux gros fusibles là-bas là. Ça c'est la merde pour l'accès là. Oh Dico. Donc là. Ah ouais quoi, là tu décales tout, t'as intérêt de bien repérer avec le feutre là, marquer des repères, même si tu as des détrompeurs. Parce qu'après quand tout ça s'est enlevé, après t'as tous les câbles qui pendouillent, pour recabler ça peut être vite ultra galère. Donc là ok on est bon là. Putain c'est des fusils de 50 ampères quand même hein. Donc là il y en a un, donc ça serait le noir, ça serait celui-là qui serait mort. Bon ben j'ai trouvé pourquoi il me manquait une phase là sur mon compresseur tout ou rien sur le conducteur noir. Au début je pensais que c'était un fusible lui qui était mort. Donc là le fusible il fait quand même 50 ampères. Et tout à l'heure j'avais fait un relevé d'intensité, j'avais quoi 15 ampères, voilà quoi. La limite pour cramer un fusible il faut vraiment que tu aies un court-circuit là-bas sur un enroulement. Mais là j'avais pris vite fait mon Matrix là, sans décapler, je voyais que j'avais au niveau de valeur ohmique quelques ohms. Donc là où je me suis fait niquer encore, c'est qu'en principe tu vois les alimentations tu les mets en haut des contacteurs. Tu vois les alimentations électriques, en réalité l'alimentation elle vient en bas, elle passe par le bas du relais thermique et là tu as la carte de puissance là. Tu as une carte de puissance là, parce qu'on le voit là, si je touche si je touche les conducteurs, ouais bon ça passe par là-haut là, on voit que ça sort par ici là, d'accord. Et donc là j'ai la continuité là, j'ai du 0 volt, j'ai du 0 ohm donc d'ici à ici sur la phase noire, sauf ici, donc là j'ai dû découper bien sûr, entre ici et là j'ai 0 ohm, mais entre ici et là-bas j'ai l'infini. Donc ça c'est un relais thermique là, un bilame là, mais il a une sale gueule, c'est un truc, je sais pas ce que c'est comme matos là. Là ce relais thermique là, ben, à l'intérieur c'est mort. Donc voyons si je peux le montrer ça. Donc là on voit que je suis dessus là, et on voit que j'ai l'infini. C'est l'infini, et si je me mets juste à côté là, on voit que j'ai 0 ohm, donc la panne elle est là. Donc la question c'est pourquoi le thermique celui-là donc a lâché, je sais pas. Donc ce que je vais faire là c'est quand même décabler électriquement ce compresseur là pour y mettre un coup de mégomètre pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc là avant d'aller là-bas je vais remettre le fusible là, parce que j'ai contrôlé le fusible, il est bon. Tout est bon et après j'essaierai de le refaire repartir, mais en le mettant que sur le mode secours, c'est-à-dire en le faisant marcher que sur le compresseur inverter et l'autre de le désactiver. Voilà, donc ça après il va falloir que je commande la pièce, que ça c'est un truc spécial ça hein. Je sais même pas si ça existe ça. Je sais pas s'il va pas falloir remplacer tout le bloc. Ce qui me fait chier c'est que j'ai pas envie de le démonter, là j'ai froid là, il caille là. Et voilà, je vais appeler Mitsubishi Electric, je vais voir s'ils arrivent à avoir la référence, parce que c'est vrai que j'ai pas eu de bol moi là en ce moment que Mitsubishi Electric là pour avoir des renseignements. Voilà. Donc c'est bien, il manque une phase, mais d'alimentation entre le compresseur et la carte quoi. C'est-à-dire ici là, le contacteur, parce que l'alimentation générale elle est bonne. Donc on voit comment c'est fait. Donc la grosse difficulté c'est ça quoi. Là c'est la carte mère de commande là, et là après t'es obligé de décabler des trucs pour accéder à la puissance. Mais c'est vrai qu'accéder à la puissance c'est un peu la merde.
Je sais pas quel est le couplage là. Donc là j'ai contrôlé les valeurs ohmiques là, avec un ohmmètre plus précis là, donc celui-là là. Donc ici, ici et ici, et je mesure 1,9 ohms. Donc sur les 3 enroulements. Donc après à l'intérieur, est-ce que c'est câblé en étoile, en triangle, aucune idée. Ici on arrive en 400. Donc après j'ai fait, donc là en principe c'est bon. Donc entre ici et ici sur la valeur ohmique je dois avoir infini. Donc ce qui est le cas entre ici et ici j'ai l'infini. Donc quand je dis entre ici et ici, c'est entre une pièce active du bornier du compresseur et la carcasse métallique du VRV, donc avec la terre. On doit avoir l'infini, ou en tout cas plus de 600 mégohms. En tout cas c'est ce que j'ai trouvé avec le mégomètre. Et après je peux envoyer du 1000 volts, là on continue là pour faire le test d'isolement là entre ici et ici. Je mesure 613 mégohms, donc on est bon. Donc le problème, je pensais qu'au début que c'était un problème avec le compresseur, mais en réalité c'est peut-être le relais thermique à force de donc le contacteur, donc à force de s'ouvrir se fermer, qui a dû cramer le contact à l'intérieur. Donc peut-être que ça vaut le coup aussi de changer le contacteur moteur, tant qu'à y être, avec le relais thermique, le bloc. Voilà. Donc maintenant que je connais quelle est la pièce qui est défectueuse, donc je dois la changer, mais pour cela il faut que j'appelle le SAV pour avoir la bonne référence pour pouvoir la commander. Donc là je vais commander un contacteur de puissance et un relais thermique. Le seul souci c'est que pour les avoir c'est la croix et la bannière. Donc je sais qu'il va me falloir plusieurs jours pour avoir une référence pour pouvoir faire une commande. Donc qu'est-ce que je veux faire? Eh bien je vais désactiver le compresseur défectueux, c'est-à-dire que moi j'ai pas envie de le décabler car on avait vu qu'au niveau des bandes du compresseur il y avait des œillets et que si je le décable au niveau du compresseur, je vais être obligé de mettre des dominos, c'est-à-dire que je vais devoir couper le conducteur pour pouvoir mettre mes dominos. Donc j'ai pas envie de faire ça parce qu'après il va falloir remettre des œillets, j'en ai pas. Donc sur les VRV comme sur les VRV decking, tu as ce que tu peux voir là sur la photo. Donc ça c'est les switches, les interrupteurs qu'il y a sur le VRV Mitsubishi. Tu as plein de petits switches, tu peux avoir des boutons poussoirs et suivant les combinaisons que tu mets sur ces switches, tu peux désactiver un compresseur, ce genre de choses. En tout cas avec decking c'est comme ça que ça marche. Et donc je me dis qu'avec Mitsubishi électrique ça va être la même chose. Moi ce que je veux c'est simple, c'est couper le compresseur numéro 2 pour que le VRV ne le fasse plus marcher. Donc s'il ne marche plus, il ne pourra plus se mettre en défaut. Et je tournerai que sur le inverter. Et même s'il n'y a pas assez de puissance, eh bien c'est pas grave, il y aura quand même de la chaleur. Parce que le principe d'avoir deux compresseurs, un tout ou rien et un sur variation de fréquence, eh bien c'est pour avoir une régulation de puissance très précise. Car si je n'arrive pas à faire ça, ça veut dire que je vais devoir dire au client qu'il faut mettre des radiateurs électriques sur l'étage où le VRV est en panne. Ça veut dire que je vais devoir aller chercher 8 à 10 radiateurs électriques pour pouvoir les poser un peu partout sur l'aile où il y a le problème. Et ça, j'ai pas envie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que sur les switches là du SW4 qu'il y a ici, je vais mettre le numéro 4 sur on. Car lorsque je vais lire la documentation, il va me sembler que en mettant le switch 4 de SW4 sur on, donc à droite, eh bien, je pensais que ça lançait le mode secours. Donc lorsque les switches sont à gauche, on les a sur off. Lorsqu'ils sont à droite, on les a sur on. Et donc on va voir que je me suis trompé et on va voir ce que dit la documentation sur le mode secours. Comment on l'active. Donc là, j'ai mis la machine, d'après la doc, j'ai mis le Pico là, SW4 sur 4. Ça devrait faire marcher le mode secours. Le mode secours, tu tournes que sur l'inverter. Et le compresseur tout ou rien, tu le laisses au repos. Donc là, je vais faire un test, je vais voir ce que ça fait. Là, heureusement qu'il y a ça. Hop, zou. Là, il va faire sa séquence d'initialisation. Donc là, lorsque je le mets en mode secours, ça va désactiver un compresseur. Bon, je sais plus c'est lequel là. Mais ce que je vois, c'est qu'après, ça me met sur l'affichage de la carte mère 1 et ça arrête la machine. Donc je vais le mettre comme ça. Je vais aller à la télécommande en bas pour faire on-off, pour le réarmer. Mais moi, j'essaie de rejoindre le SAV, mais j'arrive pas à le joindre. Là, c'est chiant ça. Ça, c'est relou ça. Ouais. Donc voilà, donc là on a tous les petits switches là pour pouvoir faire des marches forcées, ce genre de choses. Mais moi ce qui m'intéresse c'est vraiment couper le compresseur numéro 2. Et je pensais qu'en faisant ça, ça marcherait, mais non.
Alors sur la documentation, tu as à un moment donné fonction et réglage en usine des sélecteurs DIB. Donc ce sont les petits cavaliers là. Ce que l'on peut voir là sur la photo. Donc tu as SWU, tu as SW1, SW2. Donc ça c'est les petits cavaliers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pour SW2. Tu as deux positions off, on. Lorsqu'ils sont à gauche sur la photo, ils sont sur off. Lorsqu'ils sont à droite, ils sont sur on. Donc SW3, tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc tu vois les fonctions à côté là. Et donc moi ce que j'avais vu, car là c'est de l'auto-formation, hein, vu que j'ai jamais réussi à avoir le SAV Mitsubishi électrique pour avoir la procédure pour le mettre en mode secours, t'as marqué SW4, donc c'est le switch 4 de SW4, marche en mode secours valide invalide. Lorsqu'il est à gauche, il est valide et comme j'ai dit à gauche c'est off, et lorsqu'il est à droite c'est invalide. Moi je l'avais mis à droite en pensant que ça allait activer le mode secours, mais en réalité le mode secours était déjà activé, car pour l'activer il faut mettre le cavalier à gauche, donc ce qui est le réglage d'usine. D'ailleurs tous les sélecteurs sont positionnés sur off en usine, donc c'était pas ça la procédure pour désactiver le compresseur numéro 2. Donc pareil sur la carte inverter, donc le variateur de fréquence, tu as des switches aussi. Sur la carte du ventilateur, tu as aussi des switches, et après tu as les switches sur l'unité intérieure, mais bon là l'unité intérieure j'avais pas de souci. Tu as aussi des switches sur la télécommande. Et donc, à un moment donné, sur la documentation, tu tombes sur ce que je cherchais, marche en mode secours. Malheureusement, cette procédure-là, j'ai essayé de l'appliquer, ça n'a jamais marché. Donc, la marche en mode secours est un mode de fonctionnement dans lequel l'unité fonctionne en premier secours. En cas de problème sur les compresseurs numéro 1 et 2, elle peut être lancée en effectuant un effacement de l'erreur sur la télécommande. Donc, quand tu as le code d'erreur sur la télécommande, tu peux faire un effacement de l'erreur. J'ai jamais réussi à faire ça, car ce n'est pas expliqué dans la doc. Et lorsque tu es devant la télécommande, je sais pas, j'ai jamais réussi à le faire. Donc lancement de la marche en mode secours. Donc en 1, tu as l'apparition d'une erreur, l'origine de l'erreur et le code d'erreur s'affiche sur la télécommande. Donc c'était mon cas. Effacement de l'erreur sur la télécommande. Ils disent pas comment. Si la télécommande affiche le type d'erreur permettant une marche en mode secours, comme ci-dessus, voire tableau ci-après, l'unité lance une tentative de relance. Opération habituellement identique à celle après effacement d'une erreur. Je sais pas comment on efface une erreur. Si tu le sais, il faut me le dire. Si le même type d'erreur est détecté durant la tentative de relance, du paragraphe 3 ci-dessus, effectue un second effacement de l'erreur sur la télécommande et exécuter une marche en mode secours convenant au type d'erreur. Donc ci-dessus, on a ce petit schéma-là. Et ci-dessous, on a ça. Donc type de marche en mode secours, origine de l'erreur, code d'erreur permettant la marche en mode secours, code d'erreur ne permettant pas la marche en mode secours, fonctionnement. Donc moi, j'ai le problème numéro 2. J'ai le code d'erreur 4108. Donc je peux faire une marche en mode secours et compresseur numéro 1 uniquement. Donc ça, j'ai jamais réussi à le faire. Et lorsque j'ai réussi à avoir le SAV, plusieurs semaines après, c'est-à-dire le jour où j'ai reçu la pièce, je l'ai quand même appelé. J'ai appelé le SAV pour essayer de comprendre le fonctionnement de cette procédure. Le mec a pas su m'expliquer. Donc fin de la marche en mode secours. Condition de fin. Il sera mis fin à la demande en mode secours si l'une des conditions suivantes est remplie. Lorsque le temps de fonctionnement cumulé du compresseur en mode froid atteint 4 heures. Lorsque le temps de fonctionnement cumulé du compresseur en mode chaud atteint 2 heures. En cas d'une détection d'une heure ne permettant pas à l'unité de fonctionner en mode secours. Régulation en fin de marche en mode secours et après celle-ci. Donc pour mettre fin à l'opération, stopper le compresseur, afficher le code d'erreur sur l'affichage de la télécommande. Si une erreur est effacée après avoir mis fin à une marche en mode secours, l'unité effectuera une nouvelle tentative de relance et répétera les opérations 1 à 4 de la section 1 ci-dessus. Pour mettre fin à une marche en mode secours et alimenter en courant après avoir corrigé l'erreur, effectuer une remise sous tension. Donc là on coupe le jus au VRV, on remet le jus, donc tout en haut à l'interrupteur sectionneur. Donc là la procédure a l'air d'être simple, mais effacer l'erreur, faire ça, il n'y a pas d'explication, moi j'ai jamais réussi. Donc si tu sais comment on fait, si tu l'as déjà fait, marque-le dans les commentaires car ça m'intéresse fortement. Et donc maintenant je sais quelle pièce il faut changer, donc comme je l'ai dit, il me faut une référence exacte pour pouvoir la commander. Donc il me faut une offre de prix, et donc j'appelle Mitsubishi électrique, mais je sais que ça va prendre du temps à les contacter, donc la chose que je dois faire en premier lieu, c'est comme je sais que la machine va rester en panne plus d'une semaine, voire 2 semaines, comme je n'arrive pas à désactiver le compresseur numéro 2, c'est-à-dire que le VRV va se mettre en défaut en permanence, je dois aller chercher donc des radiateurs électriques pour les mettre dans l'étage, là où le VRV ne fonctionne plus car on est en hiver, et donc je vais poser une dizaine de radiateurs électriques en attendant de réparer le VRV. Donc ça, une fois que c'est fini, j'essaye de contacter donc le SAV, et pour réussir à les avoir, il m'a fallu plusieurs jours parce que je peux pas passer mon temps au téléphone à attendre qu'on me réponde, et donc à un moment donné j'arrive à avoir la référence, j'arrive à avoir une offre de prix et j'arrive donc à lancer la commande. Et donc une semaine après je reçois la pièce, le VRV restait en panne 2 semaines. Donc là je reçois la pièce, c'est-à-dire le contacteur moteur et le relais thermique.
thermique. Faut qu'à noter que sur d'autres marques, ça peut être beaucoup plus rapide. Dans le mois où j'ai eu la panne sur ce VRV, la Mitsubishi électrique, j'ai eu une panne sur un VRV Decking. Le compresseur était mort. Donc le matin, j'arrive à voir l'offre de prix. Donc la commande s'est faite dans la journée. 24 heures après, je recevais le compresseur. Donc ça peut être, suivant la marque, extrêmement rapide d'avoir la pièce de rechange. Par contre, sur d'autres marques, ça peut être beaucoup plus long. Donc voilà ce que je reçois. Donc dans cette boîte qui vient du Japon, j'ai un contacteur moteur et un relais thermique qui est intégré. Donc ça, c'est exactement la même pièce que j'ai sur le VRV. Donc c'est très bien comme ça parce que on va le voir, au niveau de la place, il n'y a pas beaucoup de place. Et donc là, je vais pouvoir faire un échange standard. C'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer les fixations donc de l'autre contacteur moteur et de son relais thermique. Comme j'ai déjà dit, s'il y a eu plus de place, j'aurais pu mettre autre chose, mais là, c'est mieux d'avoir la pièce d'origine. Donc voilà, j'ai reçu la pièce et je vais pouvoir la remplacer. C'est pas français en tout cas, ça c'est sûr. Donc là, le contacteur a changé, c'est derrière. Là, ce qui me fait chier, c'est qu'il y a un peu d'humidité là, parce que la carte, je vais devoir la sortir. Donc ça, c'est le contacteur que je vais mettre. Donc ça a l'air d'être japonais ça. Bah après j'ai pris exactement celui-là pour l'emplacement derrière, parce qu'on aurait pu le remplacer par un contacteur moteur et un autre relais thermique. Hein. Mais au niveau de l'emplacement, ça va être beaucoup plus simple de faire un échange standard. Donc là je vais le couper ici. Parce que la télécommande elle sera au premier étage. Si je coupe, le temps que je monte, il y en aura un dans l'open space qui aura appuyé dessus pour le remettre en marche. Donc là, tu as remarqué que le VRV avait l'air de fonctionner correctement. Donc il fonctionnait parce que là, la charge thermique était relativement faible. Il y avait un redout. Ce qui fait que juste avec le compresseur inverteur, le VRV arrivait à tourner. Car comme je l'ai dit, les occupants là dans les bureaux, qui voyaient la télécommande en défaut, ils appuyaient sur on-off jusqu'à ce que le défaut donc ça quitte. De plus, avec une dizaine de radiateurs électriques à l'étage, ça a aidé grandement le VRV à chauffer l'espace. Donc là, comme la charge thermique est faible, le VRV n'a besoin que d'un seul compresseur, donc le compresseur qui est sur régulation de fréquence, donc celui-là qui fonctionne. Mais bon, dès qu'il fait un petit peu trop froid, dès que la charge thermique augmente, le VRV bascule sur le compresseur tout ou rien, et il peut aussi allumer les deux compresseurs en même temps. Voilà. Et donc c'est aussi pour ça que je le coupe directement à l'interrupteur sectionneur là. C'est parce que je sais que si je descends à l'étage, si sur une des télécommandes je le mets sur off, le temps que je remonte, donc c'est une sorte d'open space, donc les grands bureaux verts, je sais qu'il y en aura un qui appuiera sur on, donc c'est pour ça que je le coupe direct au niveau de son sectionneur, ce petit interrupteur sectionneur qu'il y a sur le côté là. Donc une fois que j'ai coupé le jus là, que j'ai descendu l'interrupteur sectionneur, je contrôle qu'ici là j'ai plus de courant. Il faut vraiment que j'ai du 0 volt là, que je m'assure qu'il n'y ait plus de tension. Donc là je prends une photo, la photo est un peu floue, mais là il faut absolument que je repère toutes les prises ici là, ici, parce que lorsque je vais dévisser là ces deux vis là pour pouvoir enlever la carte mère, ce câble là va m'empêcher de l'enlever, donc il va falloir que je décable ici, il va falloir que je décable ces trois là, donc je vais devoir virer tous les câbles qui m'empêchent d'ouvrir correctement donc cette petite porte là, parce que j'ai besoin de place pour pouvoir sortir le contacteur de puissance. Donc une fois que le repérage est fait, je peux démonter. Donc là j'ai débranché 2-3 prises, mais j'ai pas envie de tout débrancher, quoique celui-là je vais pouvoir le débrancher. Donc là je l'ai débranché, maintenant il n'y a plus qu'à bien repérer. Et puis voilà, contrôler qu'il n'y a pas le jus bien sûr, et faire l'échange standard. Donc après, très important, je repère le câblage, donc le rouge va ici, le blanc ici, le noir ici. Donc là il y a le blanc et le noir qui va sur la partie relais thermique. On remarquera que il y a écrit ici 27 ampères, et donc je disais qu'il est réglable, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas réglable, parce que ici on a A, ici on a H, et là on a que deux positions. Là on voit qu'il y a écrit reset, et là il y a le mode test, donc il faut appuyer dessus avec le tournevis. Sauf qu'une fois que tu as remis ta carte de commande, l'accès est impossible, quoi. Je veux dire, c'est trop dangereux. Une fois que la carte de
commande est devant le contacteur moteur et le relais thermique, on n'y a pas accès. Donc on voit que c'est le TJ35F. Et donc là après ces conducteurs là repérés là, donc là il y a un contact NONC, je sais plus c'est quoi d'ailleurs. Et ici là on voit qu'il y a l'alimentation donc de la bobine et le retour bobine. Donc une fois que tout ça c'est repéré, donc bien sûr il faut surtout pas qu'il y ait de jus parce qu'on va toucher des pièces nues là. Donc il faut absolument qu'elle ne soit pas sous tension. Mais vu que j'ai déjà vérifié qu'il n'y avait pas de tension là sur l'alimentation générale de la machine, je peux démonter ici car là on a une alimentation qui arrive ici. Comme on avait pu voir sur le schéma électrique de câblage donc du contacteur de puissance ici, là, du compresseur numéro 2. Donc là j'ai enlevé l'ancien. Ce qui est intéressant c'est qu'ils ont mis des œillets, mais le problème c'est que tu vois pour les mettre t'es obligé d'enlever la vis entièrement, en tout cas au niveau du serre conducteur là. Par contre il faut faire gaffe parce que là je suis sur des calibotis, si je fais tomber une vis là, bah, ça tombe en bas et ça peut être galère à retrouver, c'est pour ça qu'il faut garder les anciennes au cas où. Et c'est vrai que là c'est un peu humide là, faut que je me dépêche là. Donc là j'ai enlevé le vieux, j'ai mis le nouveau, je l'ai câblé, maintenant j'ai plus qu'à le mettre dans son emplacement. Et c'est vrai que vu que c'est assez profond, c'est assez galère à mettre, en tout cas c'est galère à fixer. Donc là j'ai câblé la partie thermique. En bas arrêté là c'est l'alimentation arrive par le bas, le derrière par le haut, mais ici c'est comme ça. Là on a un petit contact ici que j'ai câblé, l'alimentation des bobines, maintenant il reste plus que le haut. Mais c'est vrai que c'est galère à faire, il n'y a pas de place. En plus, il faut éviter d'éclater la plaque, quoi, la carte mère qui est ici, parce que j'ai pas tout décablé. Parce qu'après, il faut pouvoir recabler, et puis je vois que les connectiques enlevés, c'est pas évident, quoi. Donc, plus que ça à remettre, et après le fixer. Là, je pense que je vais vraiment galérer, et puis ça devrait le faire. Donc là, je l'ai câblé. Maintenant, il me reste plus qu'à le fixer, là. Je l'avais fixé sur le trou de là, à droite, là. Mais je pense qu'il était beaucoup plus haut, parce que par rapport à la trace de saleté qu'il y a derrière le contacteur, ça correspond pas. Donc d'où l'intérêt d'avoir une pince APEC plat courbée là, car avec celle-là j'ai pas pu l'attraper. Donc là c'est bon là, j'ai bien raccordé, j'ai bien fixé, j'ai tout contrôlé par rapport à mon petit schéma là que j'ai fait à l'arrache. Mais bon après j'ai pris des photos, donc j'ai bien mon rouge, blanc, bleu. En bas c'est rouge, blanc, bleu, donc en bas c'est la lime vient par en bas ici là. Là on a les relais, les deux contacts du thermique sur mon NC. Là c'est un contact NO-NC pour voir si le contacteur est bien fermé. Les alimentations, les phases, ok tout est bon. Maintenant il n'y a plus qu'à remonter ça là. Alors c'est marrant, des fois je bug, quand je fais trop de choses, j'ai le cerveau qui sature. Car bien sûr c'est rouge, blanc, noir, alors que je disais dans la vidéo rouge, blanc, bleu. Donc c'est du noir, c'est pas du bleu. Donc ça arrive régulièrement, ce genre de choses. Donc là j'ai remis la carte mère, quoi, le supportage à la carte mère sans emplacement, mais c'est là on voit qu'avec le VRV, c'est que comme la puissance est derrière, si tu veux faire des tests en réel, eh ben, tu peux pas. Parce que pour y accéder, tu es obligé d'ouvrir cette trappe là où il y a la carte mère. Mais comme les câbles sont trop courts, eh bien tu peux pas le faire en fonctionnement. Ça j'étais obligé de le déraccorder. Ces prises là par exemple, je sais pas à quoi sert cette carte, mais bon voilà, je suis obligé de décabler ça. Voilà. Donc après celui-là il va ici. Il faut pas se tromper quoi. Là je sais qu'au milieu il y avait rien de câblé. Mais c'est vrai qu'en plus là il n'y a pas de détrompeur quoi. C'est-à-dire que je pourrais le mettre là, mais là comme ce câble là est déjà câblé, on voit par rapport à la longueur de câble. Mais c'est le problème du VRV. Celui-là j'étais obligé de l'enlever celui-là. Et celui-là j'ai galéré pour l'enlever, d'ailleurs le truc il est pété là. Ça me fait chier ça par exemple. Ça va comme ça. Ah bah d'ailleurs je croyais que c'est la prise du haut, c'est la prise du bas quoi. C'est pour ça que c'est important de prendre des photos. Donc là j'ai bien contrôlé, parce que là c'était mal enfoncé là, que toute ma connectique est bien enfoncée, tout ce que j'ai enlevé, voilà, donc là tout est bon. Donc je vais le laisser ouvert, sauf s'il flotte bien sûr, mais là il flotte pas. Donc après ça on peut le remettre à l'intérieur. Donc là je vais remettre le jus après. Allez, j'envoie le jus. Donc là maintenant ça va être temporisé. On voit qu'il y a marqué
15 de 13. Donc là il était en train de chercher ses unités, donc là je vais fermer là parce que je vais aller en bas appuyer sur la télécommande pour le mettre en marche. Donc je préfère fermer la plaque là. Bon ben j'ai mis la télécommande à 28 degrés, c'est vrai qu'il fait chaud dans les bureaux je trouve. Là on est à U11, il n'y a pas de défaut. À noter, quand tu veux changer la consigne d'un VRV, quand je dis la consigne d'un VRV, c'est la consigne dans une des unités intérieures dans les bureaux. C'est ça que je veux dire. Comme il y en a plusieurs par VRV, eh bien, si il y a une télécommande centralisée, comme j'ai montré au début de la vidéo, si tu changes la consigne directement sur la télécommande du VRV, donc par exemple dans un bureau, eh bien, ça ne marchera pas. C'est-à-dire que là, j'avais mis 28 degrés, mais quelques secondes après, quelques dizaines de secondes après, la consigne revient à 22 degrés. Donc lorsque l'on veut changer une consigne dans un VRV et là où il y a une télécommande centralisée, il faut le faire depuis la télécommande centralisée. Sinon, ça ne marche pas. Parce que sinon, tous les utilisateurs mettraient la consigne qu'ils voudraient. Donc c'est ce qu'ils font, hein, sauf que après quelques secondes, ça revient à la consigne programmée dans la télécommande centralisée qui ici met une consigne de 22 degrés sur tous les postes intérieurs, toutes les unités intérieures. Il n'y a pas de défaut, c'est en attente. J'ai passé un petit coup de pince ampère-métrique en bas, puis voilà quoi. Donc là j'ai l'inverteur qui tourne. Lui le tout tournant il tourne pas, il n'y a pas assez de demande. Bon je verrai bien. Je verrai bien là, il n'y a pas de défaut là sur la machine. Donc je vais tout fermer, et puis c'est vrai qu'il fait doux dehors, il fait 10 degrés. Dans les bureaux, il faisait chaud. Bon, en tout cas, il régule. Donc là, je vais remontrer le défaut hein, qu'avait le VRV. C'est que là, c'est la partie contacteur de puissance. Là, c'est la partie thermique, là, avec son petit test, là. Il va jusqu'à 27 ampères. D'accord. Et donc là, on voit qu'il n'y a pas de continuité. Ici, on a la continuité. Et là, on a la continuité. Donc à noter que j'ai mis le même réglage qu'il y avait sur l'ancien. J'y ai pas touché, donc d'ailleurs c'est le réglage d'usine. Après ce qui me fait chier c'est que là le VRV il tourne sur l'inverteur là, mais l'autre là il faudrait que je lance le mode test. Mais je sais pas comment on fait. Et vu la misère que c'est à joindre le SAV Mitsubishi électrique, je crois que je vais partir sur une autre intervention. Voilà. Donc là, si je veux faire le test de l'unité, il faut que je mette SW3 en 1 et 2. Alors je mets SW3 sur 1 parce que sur la doc il y a écrit essai de fonctionnement valide invalide. Donc si on est sur off, SW32 est invalide. Si on le met sur on, SW32 est valide. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai mis sur on. On peut le faire à tout moment après la mise sous tension. SW3, le switch numéro 2, je l'ai mis sur on. Donc c'est essai de fonctionnement on-off. S'il est sur off, stop toutes les IC. Donc ça va être les unités internes, quoi, les unités dans le bâtiment. Et essai de fonctionnement de toutes les IC. Donc après la mise sous tension, ici SW3 1 est sur on. Donc le but c'est de contrôler donc toutes les unités intérieures et donc le but c'est de faire en sorte que à la pompe à chaleur que le VRV se mette à fond quoi, au niveau puissance calorifique. Car avec les switches on peut voir tout ce que l'on peut faire. Hein. Donc là par exemple avec les switches qu'il y a sur SW2, sur le switch numéro 7, si je le mets sur on, donc d'origine et sur off, et bien je lance un dégivrage forcé 10 minutes après la mise en marche du compresseur. Avec le switch numéro 8 de SW2, ben, je peux changer la minuterie de mon dégivrage, 50 minutes ou 90 minutes. Par contre, je ne peux pas choisir quel compresseur fonctionne. Ça, c'est dommage. Et donc, à noter que ce mode test dure jusqu'à 2h30. Donc, je sais plus si je l'ai eu sur la documentation ou si j'ai eu l'information par le SAV. Et donc, je lance ce mode test là et après, je m'en vais sur d'autres interventions.
Là on voit que ça met les ventilos à fond. Pas à fond. Moi ce que je voudrais surtout voir c'est le compresseur là qui fonctionne. Donc là le test peut durer jusqu'à 2h30. Donc je vais le laisser comme ça, je vais aller faire autre chose en attendant et je reviendrai voir si ça s'est mis en défaut ou pas. Bon ben je suis parti 3 heures, l'autotest est fait, je vois qu'il n'y a pas d'erreur. Quand je suis arrivé les télécommandes en bas elles étaient éteintes. Donc voilà, donc là je remets les cavaliers en position comme ils étaient quoi. Voilà. Sur off. Donc là je vois que la machine s'est arrêtée. Donc là je vais remonter les protections, puis voilà quoi. Et faire le tour des télécommandes, les mettre sur on, et puis voilà. Et donc le lendemain matin, je repasse sur le site pour voir si le VRV est en défaut, car comme il a fait très froid, je sais que les deux compresseurs, donc le compresseur numéro 2, qui est le tout ou rien, s'est mis en marche dans la nuit. Et donc avant de monter sur la terrasse, je passe à l'étage 1, je fais le tour des télécommandes et je constate qu'il n'y a pas de défaut. Et après, je monte en toiture pour voir le VRV. Donc là, je suis revenu ce matin, donc on voit que le VRV fonctionne. Ça tourne. Là, bon, d'après l'infrarouge, là, on est à -10. Là, dehors, il caille, là. Dehors, il caille. La tôle, elle est à ouais, -3 degrés, quoi. Ah, là, il fait un digirage. Ouais, il doit faire -1 parce qu'on voit que c'est gelé au niveau du sol là. Ouais, il faut se méfier quand on marche sur les terrasses comme ça, quand ça a gelé là, de pas se casser la gueule. Donc là, pendant que je faisais le montage vidéo, je me suis rendu compte d'une erreur de câblage. Donc cette prise-là, si tu te souviens du début de la vidéo, donc ce câble-là était relié ici en CNR S3B. Donc là, on est relié en CNR S3C. Donc j'ai regardé sur le plan, je ne l'ai pas trouvé cette prise-là. Alors je pense pas que cette prise-là soit en parallèle à celle-là, mais en tout cas, de ce que j'ai pu constater, c'est que la machine ne se mettait pas en défaut. Car comme je l'ai dit, j'avais fait en plus le mode autotest et il n'y avait pas eu de défaut. Donc je me suis rendu compte de ça 3 semaines après et en faisant le montage vidéo. Donc en voyant ça, j'ai été chez le client parce que je devais y aller pour une autre intervention. Et j'en ai profité pour monter sur la terrasse pour débrancher cette prise là et la mettre ici. Donc là, tu vois, là je me suis raccordé sur CNR 53C. Quand tu regardes le schéma électrique, il n'y est pas. Il n'y est pas. Tu regardes-le, moi je ne l'ai pas trouvé. Et là il fallait se raccorder sur CNR 53B. Donc ça je m'en suis rendu compte en faisant le montage. Donc là je vais couper la machine. Et on voit qu'elle n'est pas en défaut. Alors je me demande si le compresseur 2 a déjà tourné, tu vois. Attends, vas-y, pardon. Attends, juste je vais la couper là. Là je vais la couper ici là. Donc on voit là, il y a c'est un interrupteur sectionneur tétrapolaire. Voilà, là c'est coupé. Voilà. Alors si celui-là là, le CNR 53B, tu le vois en bas là. Il est ici là. CNR 53B, mais il n'y a pas le CNR 53C. Bah ça suit pas la géographie hein. Oh, c'est une série, quoi. Voilà. 53B, ouais. Voilà. Et le 53C. Voilà. Que la première fois où je suis intervenu dessus, le A là, qui est là. La prise elle était là, mais comme j'ai été obligé de l'enlever pour pouvoir enlever, pour pouvoir accéder à la puissance. C'est pas à côté, quoi. C'est vraiment mal foutu. Ouais. Donc là on est bon. Là je vais remettre le jus. Tu vois, il n'y a pas de détrompeur sur ces prises là. Il y en a une à contrôle la carte de puissance et l'autre c'est les ventilos, je sais plus. Parce que t'as fait quoi toi? Je suis obligé de décabler ici pour accéder derrière. Toi le contacteur là, il était mort avec le relais thermique était mort. Donc j'étais obligé de changer le contacteur et le relais thermique.
Le problème c'est quand j'ai recablé, pourtant j'avais pris des photos mais j'ai pas fait gaffe. Ouais, bah, ça Il arrive. n'y a pas de détrompeur là. Pas grave, demande si t'en es rendu compte. Donc là, on va attendre juste une minute, sinon on peut le remettre et on va voir en bas. Donc là tu vois, marque 15-13, là fait sa séquence de recharge, sa séquence de recherche d'unité. Voilà. Donc le temps que l'on arrive au premier étage, le VRV a fini sa séquence de démarrage, il a trouvé toutes ses unités et je regarde sur les télécommandes et je constate qu'il n'y a pas de défaut. Donc je vais travailler, je vais faire autre chose. Et dans l'après-midi, j'ai l'occasion de retourner sur ce site, donc j'y retourne 4-5 heures après. Donc je prends en photo là la télécommande et je constate que la consigne est atteinte et surtout qu'il n'y a pas de défaut. Donc la question que je me suis posée, c'est à quoi servait cette prise à côté et pourquoi le VRV ne s'est pas mis en défaut. Donc ça, je ne le sais pas. Car comme je l'ai dit sur le plan, cette prise là où j'étais raccordé avant, je ne l'ai pas trouvée et donc je me suis raccordé sur la prise initiale, comme on peut le voir au début de la vidéo lorsque je découvre la première fois ce VRV. Et donc en conclusion, tu as pu voir comment ça se passait un dépannage sur un VRV DRV. Et donc tu vas vite voir que le plus dur c'est d'accéder à l'information, c'est-à-dire de réussir à avoir le SAV donc de la marque, ce qui peut être extrêmement dur, extrêmement difficile. Et après, suivant la personne sur qui tu tombes, ça peut être plus ou moins difficile. Et donc, c'est des dépannages qui peuvent être extrêmement longs suivant la panne. Donc, très long parce que il faut réussir à avoir l'information. Après, il faut réussir à avoir la bonne référence de pièces. Donc, il faut après avoir l'offre de prix. Et donc, c'est des dépannages qui peuvent s'étaler sur 2-3 semaines. C'est-à-dire entre le moment où la machine est en panne et le moment où la machine est réparée. Donc ce qui est bête avec les VRV, c'est que lorsqu'ils ne marchent plus, bien il n'y a plus de chauffage. Donc ça force à avoir des radiateurs électriques, ou en tout cas l'entreprise qui fait ce type de dépannage là, d'avoir un stock de radiateurs électriques pour dépanner le client. De plus, je rajouterai sur les VRV, c'est qu'il y a un petit ticket d'entrée. C'est-à-dire comme tu as pu le voir, en tout cas tu as pu percevoir, les documentations ont souvent plus de 200 pages. Et souvent les docs des VRV sont souvent en anglais suivant la marque. C'est pour ça que moi j'ai bien Decking parce que les documentations sont en français. Et donc ça nécessite beaucoup de temps et d'investissement pour les lire. Et donc c'est pour ça aussi que dépanner du VRV ça peut prendre énormément de temps. C'est un petit peu comme lorsque j'ai dépanné là, le variateur de fréquence, c'est-à-dire lorsque j'ai remplacé l'Altivar 21 par l'Altivar 212 dans ma vidéo là, sur ce variateur là. Eh bien rien que lire la documentation et comprendre le minimum pour pouvoir le régler, ça prend entre 2 et 3 heures. Donc c'est pas des dépannages que tu fais en un quart d'heure, une demi-heure. En tout cas sur les VRV, suivant le type de panne, ça peut prendre beaucoup de temps. Sauf si tu fais que du VRV et que tu connais bien tes machines.